rencontre avec le lauréat du prix du Goéland masqué, avec certains des jurés et avec vous, anciens ou futurs lecteurs. Donc le prix de cette année a été attribué au Vieux Pays de Jean-Pierre Rumeau. Et j'ai encore oublié le bouquin. Donc comme l'année passée, on va associer une rencontre classique avec la lecture d'extraits du livre. Et cette année, la lecture des extraits du livre de Jean-Pierre sera faite par lui-même, puisqu'il est également comédien. Bravo. Voilà. Jean-Pierre, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir à Pamar, en compagnie du président du jury du prix du Goéland masqué, et j'ai nommé Jean-Bernard Pouy, que personne ne connaît. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est un bon. Et c'est un bon, dit Josette. Parfaitement. Merci Josette. Je vais faire une présentation rapide. Bon, j'avais mis vous parce que je trouve que le tu exclut, et puis j'arrive pas à te... Voilà, je peux pas te dire vous, donc je vais te dire tu quand même. Alors, en quelques mots, tu es né en 1952, tu es diplômé du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, tu as une formation en histoire de l'art, en master, oui, mais voilà. Tu l'as passé ton master? Tu as passé ton master. C'est ton doctorat que tu n'as pas fini, c'est ça? Oui. Voilà. Attends, on discute. Oui, master. Tu as été cascadeur, puis formateur et conseiller en cascade, c'est ça? Exactement. Pendant plus de 30 ans. Exactement. Et parallèlement, tu as mis en scène des pièces de théâtre, des one-man shows. Tu es également auteur dramatique et scénariste. Exactement. Donc c'est une vie bien pleine, éclectique, et Le Vieux Pays est ton premier roman. Voilà. Bien. Alors les jurés et les lecteurs ont découvert ton roman dans la sélection du prix 2019 et ont fait la connaissance avec tes personnages, et plus particulièrement avec le personnage central qui est Padeloup Meunier. Et ton livre a d'ailleurs été qualifié par un des jurés, que je regarde mais que je ne nomme pas, un ovni littéraire. Faut que tu me le présentes. Voilà, alors Padeloup Meunier, c'est un personnage au nom étrange. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai connu, en fait, le nom de ce personnage m'est venu il y a très longtemps, quand j'ai un ami allemand qui vit en Espagne, d'ailleurs, qui s'appelle Wolfgang Müller. Alors, un beau jour, je l'ai toujours appelé Wolfgang Müller, et un beau jour, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai pensé à traduire le nom, et le nom de Wolfgang, qui est Wolfgang comme Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang signifie exactement pas de loup. Alors le Wolf c'est le loup en allemand, le Gang c'est le passage, donc c'est exactement la traduction de pas de loup. Et Müller c'est meunier, et j'ai trouvé que ce pas de loup meunier qui était complètement étrange, invraisemblable, en tout cas qu'il portait en lui-même un personnage. Et quand j'ai décidé quand petit à petit m'est venu le personnage du Vieux Pays dans la tête, je lui ai donné ce nom-là parce que ça correspondait complètement, et j'ai créé, évidemment, j'ai imaginé l'histoire qui allait allait lui donner ce nom. Le père de Padeloup dans le roman est pendant la Deuxième Guerre mondiale un aviateur qui est sauvé par un Allemand qui s'appelle Wolfgang. Et donc à la fin de la guerre il reste ami, et quand lui-même a un enfant, il décide de nommer tout de suite après la guerre son enfant Wolfgang. Sa femme le prend très très mal parce que en 1948 nommer un enfant Wolfgang après la Deuxième Guerre mondiale, c'était voué qu'on mène ce gamin au lynchage. Donc le père s'est résolu à entendre les arguments de son épouse. Il a négocié sur la forme, mais pas sur le fond. Il a traduit tout simplement Wolfgang en Padeloup. Padeloup est un nom qui existe en français, mais le prénom n'existe pas, je pense, à ma connaissance. Voilà en gros. Bien, merci. Parce que c'est vrai que c'est intriguant ce prénom. Président,
Oui. Jean-Bernard, oui. Est-ce que tu peux nous dire, oui, quelques mots, nous rappeler, parce que le résumé que tu nous avais fait lors de la dernière rencontre... Alors là, non, parce que là, le résumé, j'ai oublié, étant donné que j'ai lu 12 300 polars depuis, donc ça va être un peu compliqué. Non, mais de à lire... toi quand même. Hein. Non, ce qui est très intéressant dans ce rôle, alors en plus moi j'ai un rôle mineur, parce que j'arrive à la fin, pour être tout à fait honnête, j'arrive avec 3 bouquins, c'est-à-dire les livres qui ont surpassé le choix, et un choix qui m'intéresse beaucoup parce que c'est pas un choix de spécialiste, c'est pas un choix de critique littéraire, c'est un choix de lecteur, de bibliothécaire. Bon, et donc les 3 bouquins qui restent, toujours, enfin ça se répercute chaque année. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces 3 bouquins très très différents. Et ces 3 bouquins très différents, quand même, représentent des grands courants de ce que peut être le polar, et surtout l'évolution du polar au cours des années. Donc là, on avait 3 livres, un très patient, très documenté, très calme, écrit par un ambassadeur, qui était un bouquin que je trouvais très très intéressant à cause de ça, l'ambassadeur. Et les ambassadeurs sont des gens quand même extrêmement calmes, qui ne disent pas exactement ce qu'ils pensent, qui réfléchissent avant de dire un peu ce qu'il en est. Et en fait, la lecture, ça revient à ça. C'est un bouquin extrêmement patient, calme, on ne savait pas, mais très intéressant quand même, très documenté. Il y avait le deuxième bouquin qui était le sien, où là tout d'un coup, il y avait un coup de poing sur la table, il y avait des motifs et des thèmes qui rapprochaient extrêmement nettement de ce que j'aime, c'est-à-dire le roman noir. Et le troisième bouquin, je ne sais plus. Radamer. Qui se passe à Brest. Car oui. Alors, le troisième bouquin était très intéressant, mais ça se passait à Brest. Et on avait le mal de mer, rien qu'en le lisant. Non, mais moi j'adorais, mais enfin bon, il y avait un moment donné où on avait envie d'appeler le télégraphe de Brest pour qu'il récupère son... Enfin, bref. Donc on s'est beaucoup intéressé au roman de Jean-Pierre, tout en se posant beaucoup de questions. Parce que c'est pas un roman facile, c'est un roman qui est très énervé, qui prend un peu à la gorge. On en veut à l'auteur de temps en temps d'aller dans les allées où il se promène, et donc c'est une lecture qui est assez préoccupante. Et là-dessus, j'aurais pas mal de questions à lui poser. Cela dit, ce qui m'a beaucoup aussi perturbé, c'est que moi qui écris depuis longtemps, tout d'un coup, je vois un connard de 65 ans qui se met à écrire des romans. C'est-à-dire, il commence à nous bouffer le boulot. Avant, on se méfie des jeunes, mais alors si les vieux s'y mettent, ça commence à devenir pénible. Donc, j'aimerais lui poser cette question. Pourquoi se mettre à écrire à 65 ans alors qu'à 65 ans, tu devrais être au CNAV, essayer de négocier tes points de retraite pour vivre tranquillement après, quoi. Et nous foutre la paix, surtout. Alors, tu as bien compris, mon parcours et le parcours que tu as bien entendu, où il y a constamment un renouvellement. Il y a partir, comme je disais tout à l'heure, elle fait partie de ma vie pour le meilleur et pour le pire, j'ai dit. Et donc, j'avais comme rêve, j'ai passé toute ma vie à essayer de réaliser mes rêves. Donc j'en avais quand même pas mal, et je suis parvenu tant bien que mal à faire le truc. Mon premier, parmi les premiers rêves
de ma vie était celui d'écrire, mais pas d'écrire de trucs, d'écrire de la poésie, en fait. Et je ne l'ai pas oublié, jamais. J'ai écrit par ailleurs pour le cinéma, des choses comme ça. L'âge venant, je me suis dit qu'il restait finalement pas beaucoup de temps, qu'il me restait pas beaucoup de temps, que la mort s'approchait de plus en plus et qu'il fallait bien que je me résolve à partir sur ce truc-là, que je n'avais jamais tenté réellement. Et j'ai tout arrêté. Il y a 4 ans, en effet à peu près, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la formation de cascade, j'ai arrêté tout ça, et je me suis mis à faire la dernière chose à laquelle vraiment je rêvais et que j'espère qui va m'accompagner jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi ça s'est fait, parce que j'ai eu tellement de choses à faire avant qui m'ont pris beaucoup de temps, qui m'ont surchargé, avec une vie incroyablement diverse, avec des choses qui s'enchaînaient, avec des... J'en parlais avec Francis Esménard qui m'appelle Monsieur Mille et une vies, mon éditeur, et je lui ai dit ouais, mais il y a un autre truc, c'est bon à tout, bon à rien. Et c'est vrai que c'est un peu ça. J'ai fait toute ma vie, j'ai passé ma vie à faire des choses que je réalisais. J'aurais pu être plombier, après ça je fais de la charpente, après ça je pars en bateau, après ça je monte un avion, après ça je fais du parachutisme, après ça je fais de la cascade, après ça je fais des études, j'arrête, je repars ailleurs, etc. J'ai passé, voilà. Donc l'écriture je l'ai un peu mis de côté, mais elle est revenue à moi, et puis maintenant je suis coincé. Alors, plusieurs questions. Est-ce que tu étais un grand lecteur avant? Oui, énormément. Ah. Donc, j'attendais qu'ils disent le contraire. Donc, si tu as choisi... le roman noir, c'est pas exactement ça, parce que c'est un texte qui prend en charge ce que nous, on aime, enfin, certains d'entre nous, c'est-à-dire que moi, le roman noir, et là ça se voit dans l'implantation du récit, l'aéroport, le lieu où ça se passe, et puis ça dérive, mais dans le bon sens du terme, mais ça dérive vers ce qu'on appelle le thriller, qui en ce moment est le genre littéraire dans notre domaine qui est le plus vanté, le plus écrit, et le plus représentatif un peu de ce qu'est la littérature française. Donc, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que pour écrire du thriller, et surtout du thriller qui sort de France et qui va voir un peu ce qui se passe ailleurs, il faut quand même avoir une connaissance soit politique, soit sociologique, soit perverse, à mon avis, de ce qui se passe ailleurs. Et il y a des moments dans le roman, je t'attaque pas, hein, mais je dis que des romans où il y a eu un certain goût de la violence, une certaine propension à la violence, une certaine analyse des sports de combat, par exemple, et puis on y reviendra après, une analyse politique qui dénote vraiment une position qui est très dure, et qui n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'humanisme ou de la compréhension bête du monde, qui est quelque chose assez pointu et quelquefois même, je trouve, assez dérangeant. Et le fait que ce soit dérangeant, au début ça m'a choqué, c'est-à-dire je me dis, je suis pas d'accord avec ses choix, je vois pas où c'est que ça peut mener, mais en même temps je me disais, c'est ça qui sort de l'ordinaire, d'un blabla habituel, d'une propension à raconter toujours les mêmes choses. On va et on attaque vers des choses très précises, très embêtantes, et c'est ça qui fait, à mon avis, la force du roman, c'est qu'on est quand même toujours un peu bousculé, collé au mur, et
Eh ben, je vais continuer. Je vais mourir. Il y a un médecin dans la salle parce qu'il... Non mais c'est vrai, on n'a pas tellement l'habitude de voir ça. Je parlais tout à l'heure de ce roman écrit par cet ambassadeur où là, c'est pas que tout va bien, mais tout est dans la norme. C'est-à-dire on sait de quoi on parle, on sait comment, si on parle de ça, on est appuyé par qui. Enfin, bon. Là, pas du tout. On est sur une espèce de tranche, et quelquefois, c'est une tranche qui fait mal. Bon, alors, c'est pour ça que je veux dire, Jean-Pierre, es-tu un sadique pervers? Tu vois, ça fait marrer. Si le sadisme et la perversion font marrer le public... Je vais peut-être... Jean-Bernard, je vais compléter ta question, si tu veux bien. Donc tu nous proposes un premier roman atypique. Tu mets en scène un personnage dit cynique, méprisant, caractériel, dépourvu de tendresse, mais capable de bienveillance. C'est une espèce de Rambo au grand corps, au corps mutilé, qui séduit les lecteurs, autant qu'il les irrite. Un être plutôt original auquel on ne peut s'empêcher de s'attacher. Un homme qui, comme toi, comme tu l'écris, pardon, a perdu le nord et ne l'a jamais retrouvé. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu as un air de famille avec ton héros? Tu as un air de famille avec ton héros? Obligatoirement. Ce serait fou de dire le contraire, évidemment. La violence, elle fait partie de ce monde. On ne peut pas regarder une série américaine, un film, lire un livre, voilà, on va sans. Oui, mais je m'entends, attends. C'est pas ce que je veux dire. Je dis que la violence, il faut savoir l'écrire. La voir, la vivre, à la limite, voir qu'elle a envahi le monde, c'est pas un problème. On peut plus se promener dans une rue de Paris sans voir les affiches avec des mecs, avec des flingues qui vous menacent. Donc, la violence est là. Maintenant, la décrire et savoir l'écrire, ça c'est un autre problème. Alors, la violence a fait partie de ma vie, puisque en tant qu'expert, en tant que cascadeur, j'ai vécu pendant près de 30 ans activement dans ce métier. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas eu mal, quelque part, à mon corps, à l'âme aussi, voilà, pour des tas de raisons. Donc la violence, je la connais intimement, disons. C'est quelque chose, j'ai pratiqué des sports de combat, j'ai pris des raclés, c'est quelque chose de totalement apprivoisable, et en même temps, je n'ai absolument aucune envie, quand on me voit, on se dit pas, tiens, voilà, un mercenaire, un type qui va tuer des trucs, j'ai pas du tout. J'ai quelques balafres, mais enfin elles sont pas si visibles. C'est pour cette raison que je suis pas parti et j'ai pas envie, ça m'agace de voir des personnages qui sont, tu vois, dans ce genre de personnages américains, des gros costauds qui cassent tout. J'ai pris un personnage qui était évidemment un type complètement dévasté par la vie, ça c'est la vie. Et puis quelqu'un qui était un type qui a été au contact de la violence, mais pas j'ai pris un soldat, parce que le soldat est au contact de la violence, on le sait, mais pas un type qui tue, qui n'est pas un type qui utilise des armes pour tuer dans son métier. J'ai choisi un métier pour cet homme qui est le métier de démineur. Le démineur, c'est un des rares soldats qui ne tue pas. Il sauve des vies. Il risque la sienne pour aller sauver. La plupart du temps, c'est ses compagnons de combat ou alors les civils, la plupart du temps. Donc c'est des gens très particuliers. J'ai moi-même j'ai fréquenté les explosifs, je suis démineur civil, pas démineur, je suis artificier civil, mais j'ai été, lors de mon service militaire, j'ai pratiqué le maniement des explosifs, et ce sont des choses que je connais bien, et ces démineurs que j'ai fréquentés sont très particuliers. C'est des gens qui m'ont un peu fasciné, c'est vrai, parce qu'ils ont en même temps un côté je m'en foutiste, enfin, face à des dangers incroyables, et en même temps une rigueur, une chose comme ça.
Donc ce sont des gens qui deviennent par la force des choses dangereux pour la matière qu'ils manipulent. Ils sont dangereux, ces gens-là, réellement, puisqu'ils touchent une matière qui peut leur sauter la figure et qu'ils maîtrisent et dont ils ne craignent pas trop. Alors cela dit, quand on est dans cet état d'esprit, on est dans un état d'esprit où on n'attaque pas, on se défend. Et dès qu'une attaque se produit, en effet, elle peut déclencher, chez certaines personnalités de ce type-là, une riposte qui est du domaine de celle que tu dis, de la violence terrifiante, ou qui peut en effet surprendre. Bon, ça c'est le personnage qui veut ça, mais je ne crois pas qu'il y ait de complaisance là-dedans. Je n'ai pas eu le sentiment de me complaire dans le... Oui, non, oui. La violence, oui, la violence me fascine d'une certaine manière. Elle est tellement, la violence de tout ordre, de tous ordres, elle est tellement révélatrice de l'âme et de l'esprit de celui qui la fabrique ou qui la subit. C'est un révélateur incroyable de l'âme humaine, à mon avis. Non, je posais la question parce que j'ai écrit quelques textes dans ma vie et je ne peux pas écrire des textes de violence. Comme pareil, je ne peux pas écrire des textes de sexe. Et le sexe et la violence, pour moi, c'est la certaine manière. Mais je sais très bien que ça existerait. Je peux l'avoir vécu ou le vivre, mais je ne peux pas l'écrire. C'est là où il y a j'ai une vraie question à vous poser, c'est que quand on écrit un premier roman, comment on peut se détacher de, pour moi, cette impossibilité, simplement en se relisant et en se rendant compte que, alors peut-être que pour toi c'est quoi, on se rend compte que les mots qu'on employait, c'est pas ça. Ça reflète pas ça. C'est une imagerie, mais c'est pas une vérité. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas saisi complètement ta question. Quand on écrit un texte, par exemple un texte extrêmement violent, qu'on ne dit pas parce qu'on est en train d'écrire. Quand on le relit, on se dit, c'est pas ça. Ça reflète pas ça. Ça ne correspond pas à ça. En revanche, quelquefois, très rarement, ça colle. C'est-à-dire que, peut-être pas l'auteur, mais un lecteur dit, ça je ne peux pas le lire, ça me traumatise, ça me met ailleurs. Mais c'est extrêmement rare. Et comment un auteur, surtout un primo-auteur, un primo-délinquant, non, je comprends. On peut se permettre ça. Enfin, il y a quelque chose moi qui me dépasse là. Ben, alors là, bon, ça m'intéresse hein, parce que... Non, d'accord. Alors là, la description, alors là on parle de violence, non, mais ça pourrait être autre chose. La description précise des événements, du comportement des gens qui font n'importe quel acte m'intéresse énormément. Ce qui veut dire que l'acte de violence, ou alors n'importe quoi dans cet ordre-là, dans ce rapport-là, il me suffit, moi, de le visualiser intérieurement, mais de m'en imprégner profondément, et ensuite de le décrire, d'essayer de le décrire, mais comme un entomologiste épingle le papillon et décrit le papillon. Et souvent, je me laisse emporter par quelque chose comme ça, par la mode, le lyrisme, le machin, ou des trucs comme ça. Et quand je relis, je reviens toujours au scientifique. Et je me dis, là, ça va pas du tout, parce que ça doit être calme, ça doit être net, ça doit être... c'est quelque chose
ça doit être précis, tranquillement. Mais il y a peut-être une perversion là, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois. On peut décrire scientifiquement quelque chose de terrifiant. Et c'est en tout cas ce que j'essaie. C'est à ça que j'essaie de parvenir. Mais bien c'est raté parce qu'il n'y a rien de scientifique, tout est du côté de l'émotionnel, le tripal, et c'est ça qui est dérangeant. Si ça restait scientifique, et là on va peut-être laisser Jean-Pierre lire un peu, comme ça les auditeurs... Non, si, comme ça ils vont se rendre compte. Je pense qu'on peut être scientifique, on peut essayer d'être, tu vois, d'avoir cette précision sur quelque chose qui est du bouillonnement. Tu as un bouillonnement, un volcan, tu peux le décrire alors qu'il est en éruption. Tu as des gens qui meurent en étant le pif dessus, faire des photos, et qui... C'est ça, c'est la description du volcan en éruption. C'est incroyablement dangereux, mais on peut la décrire scientifiquement, réellement. Mais moi j'ai dormi sur le Stromboli pendant une éruption, j'ai jamais été foutu de décrire n'importe quoi. Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, c'est mêlé à des événements qui sont beaucoup plus reconnaissables, beaucoup plus sensibles pour un lecteur moyen, qui est l'aéroport, l'accident. Tout le monde se souvient du Concorde, de tout ça, enfin bref. Et ça, on le ressent très très bien parce qu'on connaît le motif, on connaît l'organisation un peu thématique des trucs. Alors que la violence individuelle et surtout la violence émanante de personnages qui sont poussés à bout, ça c'est très difficile de la ressentir, et c'est ça que je trouve très réussi dans le livre, et très problématique pour moi, très problématique. Mais il y a peut-être... Moi j'aime que les histoires de princesses. Mais il y a peut-être le fait également, par exemple, on parle d'un événement qui vient de se produire, ce naufrage de la SNSM du bateau. Je suis réveillé ce matin, je suis allé sur internet pour voir, pour précisément comprendre. Je suis retourné, mais intimement. C'est quelque chose que je peux l'écrire tellement c'est une chose que je suis en train de vivre, mais profondément. Je vois les types en train de se noyer, je vois les types en train... C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir pourquoi la vague a cassé le cockpit, ensuite les moteurs qui s'arrêtent parce qu'il y a un court-circuit et le bateau qui commence à partir dans tous les sens. Et moi je suis sur ce bateau qui est un esquif comme ça qui part, et puis il y a trois malheureux qui s'accrochent à l'intérieur, manque de peau, ils se retournent, ils trouvent qu'ils tombent coincés, les autres sont jetés à la mer. Alors maintenant, si on pense que ce que subissent dans la tête, tu vois ce truc-là, tu crées un truc mais à terrifier n'importe qui. C'est la mort en personne, la mort qui est là, dans tous les sens, l'horreur, le cri, le désespoir, les choses insensées. Voilà. Alors moi, je suis au moindre accident d'avion, je suis abasourdi par la violence qui m'entoure, m'atteint, mais tout le temps. Mais est-ce que tu prends l'avion? Oh, oui, bien sûr, je prends l'avion. Ah bah oui, bah alors, je passe pas. On va revenir un petit peu dans le fil du livre. On va parler de ce jour. Oui, mais on reprend chronologiquement. On va parler de ce jour de juin 1973, la mort de son amour de jeunesse, et je te laisse faire la lecture. Oui, alors on va demander de prendre trois passages. Je vais tenter de lire, je n'ai pas de voix spécialement aujourd'hui. Le passage, pour le comprendre un tout petit peu, en effet c'est l'amour qui va mourir. Pour le comprendre un tout petit peu, le jeune garçon, le jeune Padeloup, tombe amoureux d'une fille qui est juive. Et cette petite juive, au moment où ils vont coucher ensemble, elle lui dit attends, ils sont bourrés tous les deux. Elle lui dit je crois pas que je vais pouvoir y arriver, parce que elle lui demande t'es circoncis? Il dit non. Et elle dit je suis pas sûr de pouvoir y arriver avec quelqu'un qui n'est pas circoncis. Il dit bon, après il l'envoie péter parce qu'il a un sale caractère. Et un mois après, il lui annonce qu'il s'est fait circoncire, et elle est complètement émue par ce geste qu'un non-juif a fait. Voilà. Donc ça se passe tout de suite après l'affaire, pour comprendre. Donc elle a invité chez elle à Goussainville. Les deux jeunes gens partirent à vélo jusqu'au vieux village de Goussainville, distant de 2 km.
Tout en pédalant, Jeanne donna à Padeloup quelques explications sur le lieu. L'an prochain, un nouvel aéroport va ouvrir à Roissy, pas loin d'ici, et le vieux village va être démoli parce qu'il se trouve en bout de piste. C'est peut-être la dernière fois que tu vas le voir. Ils remontèrent la rue Brûlée, où déjà beaucoup de maisons avaient été murées, et pénétrèrent dans le parc du château derrière l'église. Elle était exceptionnellement ouverte pour une messe d'anniversaire. Ils posèrent leur vélo contre le mur du cimetière et commencèrent à se promener en s'embrassant. Jeanne entraîna Padeloup dans un recoin de la façade sud de l'église, dissimulé au regard. Ses mains glissèrent vers le ventre du garçon. « Montre !» Padeloup se demanda s'il avait bien entendu. « Qu'est-ce que tu dis ?» Jeanne avait un air avide. « Montre-moi !» Elle s'attaqua à la ceinture de Padeloup, tout en avançant sur lui. « Tu es folle, je ne vais pas me mettre à poil devant tout le monde. T'es qu'un dégonflé, il n'y a que moi. » Jeanne le bloqua contre une vieille porte en bois et dans un sursaut d'énergie, parvint à dégrafer sa ceinture. Sous la poussée, la serrure céda et le battant s'ouvrit brusquement dans le dos de Padeloup. Il perdit l'équilibre, dévala quelques marches et se retrouva assis par terre sur un petit palier en contrebas. Jeanne le rejoignit dans l'obscurité, tremblant d'excitation. Ce sont les souterrains qui mènent à la crypte. J'y suis allé qu'une fois quand j'étais petite. Reste là, je reviens. Quelques minutes plus tard, elle était de retour avec 2 cierges allumés qu'elle avait pris dans l'église. Ils descendirent une volée de marches, puis une autre, pour se retrouver dans une longue salle voûtée. Sur le mur de droite, une petite ouverture, un escalier encore descendant très bas, et qui aboutissait à une salle en forme de croix. Jeanne chuchota, c'est la crypte. On est juste en dessous de l'autel. Pendant la guerre, les gens venaient se cacher ici, quand il y avait des bombardements. Elle laissa goûter de la cire pour coller son cierge sur le sol et s'approcha timidement de Padeloup. « Montre-moi !» Padeloup déglutit, le cierge qu'il tenait dans une main tremblait un peu. De l'autre main, il ouvrit son pantalon et le fit glisser sur ses genoux. Il n'osa pas aller plus loin. Jeanne fit descendre son caleçon. Il bandait fort. Elle le saisit doucement et regarda le gland dénudé avec une grande émotion. Elle le caressa du bout des doigts. Padeloup éjacula. Serré trop fort, le cierge se brisa. Jeanne garda son sexe dans la main jusqu'à ce qu'il eût fini. Ils regagnèrent la surface, ramenèrent les bougies à leur place. Padeloup avait la tête qui tournait, appuyé contre le mur du cimetière. Ils restèrent longtemps enlacés, sans bouger. Ils reprirent enfin leur bicyclette et redescendirent jusqu'au 83 de la rue Mozart. Isaac et Sarah étaient dans le jardinet quand Padeloup ouvrit le portail. Foulcan se rua dehors et se mit à courir en grognant vers un congénère qui faisait sa promenade avec son maître. Jeanne poussa un cri « Rattrape-le, il va se battre !» Padeloup se mit à courir et saisit Foulcan par son collier au moment où il s'apprêtait à attaquer un fox terrier méchant comme Lagarde que son propriétaire avait du mal à calmer. Padeloup se retourna vers Jeanne, elle appela le chien qui courut la rejoindre. Le pavillon était à 40 mètres environ. Sur le trottoir, il y avait Jeanne, Sarah, Isaac. Jeanne s'était accroupie pour serrer son chien dans ses bras. À 15h29, elle fit un geste du bras comme pour dire à Padeloup « Reviens, on est là ». Ensuite, Jeanne, Foulcan, Isaac et Sarah disparurent dans une boule de feu et une explosion démentielle. La rue Mozart et le pavillon du numéro 83 volèrent en éclats. Quelque chose toucha Padeloup à la tête et le fit tomber. Il se releva, il n'y voyait plus rien. Il entendit des bruits de voix, des sirènes. Quelqu'un lui essuya le visage et il se remit à voir. Il saignait beaucoup du crâne, il tituba vers la dernière image de Jeanne. Le pavillon éventré, brûlé, noyé dans une fumée épaisse. On distinguait un amas de ferraille au milieu des gravats. Les premiers pompiers arrivaient. Padeloup s'approcha encore plus près, malgré les flammes. Au milieu des débris, il vit une chaussure. Il reconnut celle de Jeanne, avec le pied de Jeanne encore dedans. Il se mit à crier. Oui, c'est vrai. Non mais c'est fort là un petit peu quand même. Tu fais Là, fort. on va vers
enfin bon, peut-être pas tout de suite, mais il y a une autre problématique, c'est que quel est ton rapport avec Israël, l'histoire d'Israël, la politique d'Israël, ce qu'est Israël maintenant et compagnie? Non, je n'ai pas d'histoire spécialement avec Israël, avec sa politique, pas du tout. Avec des amis israéliens, où j'ai beaucoup d'amis israéliens. J'apprends moi-même l'hébreu. Alors, pourquoi? Alors là, je l'ignore complètement. La première fois que j'ai voulu apprendre l'hébreu, j'avais 13 ans, 12 ans. Il y avait des cours d'hébreu au lycée, on m'a dit, je dis tiens, je vais y aller. Je suis allé à la classe d'hébreu, je me suis rendu compte que tous mes copains qui étaient autour de moi, qui s'appelaient Cohen, Lévi, je ne savais même pas qu'ils étaient juifs à l'époque, avaient une connaissance déjà de l'alphabet, des trucs comme ça. Alors je me suis retourné vers mon copain Lévi, je lui ai dit mais comment ça se fait que tu connaisses toi les lettres de l'alphabet? Il m'a drôlement regardé avec un air comme si, vraiment, ils n'ont pas compris du tout. Finalement le prof me regardait avec un salaire, il m'aimait pas du tout, j'étais le seul goy dans cette bande de juifs qui apprenaient l'hébreu, donc j'étais obligé d'abandonner parce qu'ils progressaient plus vite que moi. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas. Israël, parce que mon père, qui était un grand résistant, m'a toujours parlé à l'époque de ces combattants, des Israéliens de la première heure, après la guerre des 6 jours, des trucs comme ça, de ce petit pays minuscule de quelques millions d'habitants qui pouvait se battre, vaincre des trucs, aller sauter pour récupérer les otages, vraiment qui faisait des actes héroïques. C'était des guerriers incroyables. Donc c'était l'imagination a fait le reste, et ensuite j'ai été en Israël en effet où j'ai rencontré des gens formidables, des colons, dans le sens des colons, des anciens. Je reconnais les gens qui étaient avant la Première Guerre mondiale, qui étaient arrivés dans les kibbutz dans les années 30 et qui avaient... Parce qu'il y a des pages sur les kibbutz qui sont très fortes, moi je suis allé dans les kibbutz créés dans les années 30 par exemple, le kibbutz de Nir Am en face de la bande de Gaza, qui sont où il y a des gens, j'ai connu des grands-pères magnifiques qui sont des cultivateurs, des défricheurs, des gens. Alors bon, les Israéliens, disons, voilà, c'est un peuple, mais c'est pas le seul qui m'a intéressé, qui m'a touché par le courage, par le côté défricheur, par cette chose-là. Donc c'est vrai, alors maintenant, évidemment que je m'aventure sur un terrain glissant, parce que si on me dit la politique d'Israël là-dedans, la politique d'Israël, quelle est la politique de tant d'autres États qui se mêlent? On pourrait parler de la politique des États-Unis, alors Israël, évidemment, les Juifs, dès qu'on dit Juifs, ils sont, il y en a 6,5 millions en Israël. C'est pas beaucoup, tu vois, et c'est vrai, qu'on touche des choses. Alors moi j'ai des amis palestiniens, j'ai des gens qui sont là-dedans. Maintenant je ne suis pas responsable de la politique d'Israël. Tu vois, le truc, j'aime les gens que je connais, cet esprit-là, ils m'ont apporté quelque chose de fort, de puissant, de généreux, quelque chose en tout cas qui m'a touché profondément, pour en tout cas que ce personnage dans les années 70, qui est mon héros, puisse s'imaginer et suivre en tout cas ce parrain, qui était un parrain allemand, qui n'est pas nazi, mais ce parrain allemand qui part terriblement dévasté par ce que l'Allemagne nazie avait fait, est parti en Israël pour réparer un peu la faute nazie, et s'est converti après il devient le père adoptif de mon personnage, voilà. Donc il n'y a pas plus que ça, disons, même s'il y a beaucoup d'amour dans cette affaire-là. En parlant d'amour, on vient de parler de Jeanne, qui était l'amour de Padeloup, et il y a d'autres femmes après qui se succèdent. Tu les traites pas toujours très bien quand même. Et tu vas me dire non. Non, je les traite très très bien. D'ailleurs, j'ai pour représentante de ce point de vue, Josette ici au premier rang, qui m'a dit qu'elle avait adoré les personnages féminins de ce livre.
tous les personnages féminins, tous sans exception, ce sont les seuls personnages à résister à ce personnage de garçon qui est quand même chieur à certains moments, terrifiant. Ce sont les seuls, elles ne se laissent pas faire, et ce sont les seuls qui ont réellement une grandeur, alors qui va d'une chauffeuse de taxi à une libraire, à une femme de ménage, à une pilote d'hélicoptère israélienne. Toutes ont des parcours incroyables, ont des personnalités, et j'y tiens. En plus, c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention, j'y tiens énormément. Mais il n'y a pas beaucoup de tendresse quand même dans les rapports de Padelou avec ses femmes. Non, tu parles de Padelou, tu peux parler des filles. Padelou, c'est autre chose. Mais les filles qui sont là, oui. Elles ont de la tendresse pour lui, oui. Souvent, ou en tout cas, ou de la dureté, mais elles ont des caractères entiers qui sont, elles sont bien plantées. Elles. Il y a du vécu un peu, non? Du vécu dans quoi? Dans le roman. Ça ne se pose pas. Il y a forcément, oui, mais c'est toujours, il y a forcément du vécu dans le roman, mais je vais te demander de lire le deuxième passage parce que Jean-Bernard m'a volé des questions. Donc, est-ce que tu peux, oui, alors, en le resituant? En le resituant, le premier passage, c'était une rupture un peu dans la tête. Ensuite, après cette rupture, ce garçon, ce jeune homme va suivre une voie qui va l'amener à devenir un des plus grands démineurs de l'armée française pendant cette fin de XXe siècle. Et voilà comment il commence en tout cas son truc. Il s'est pas engagé, il est encore, comment on appelle ça, appelé, il est dans une formation en effet de l'armée. Donc là c'est l'instructeur, je parle de l'instructeur. À la fin de la journée, il mit en place la première séance d'entraînement avec des explosifs réels. Ils allaient tous passer au pas de tir par groupe de 5, munis d'un pétard de 125 grammes de tolite, d'un détonateur, d'une mèche, d'une boîte allumette et d'une pince coupante qui servait aussi de poinçon. Espacés chacun de quelques mètres, il s'agissait, à plat ventre et bras tendus, de faire un trou dans le pétard, d'y glisser le détonateur et d'allumer la mèche, chacun son tour, avant de dégager le pas de tir, tous ensemble, pour aller se réfugier derrière un muret situé à une quinzaine de mètres en arrière. Je répète, bras tendus, si ça pète, vous avez une chance de ne perdre que les mains. Des questions, Padelou leva le bras. Si j'ai bien compris, mon adjudant, celui qui allume sa mèche le premier doit la regarder se consumer jusqu'à ce que le cinquième ait fait pareil. L'instructeur vient se placer devant Padelou, l'œil vorace. C'est exactement ça, Meunier. À un détail près, le cinquième aussi a droit à son petit frisson. Alors, on attend mon ordre avant de bouger ses miches, ok? Affirmatif, mon adjudant. Autre chose? Oui, mon adjudant. La mèche, elle dure combien? Le sous-officier eut un grand sourire moqueur, avec un air de se régaler d'avance. J'ai vécu ça. 60 secondes pile. Ça veut dire qu'on a largement le temps, tu verras, Meunier. 60 secondes, c'est une éternité. Il se retourna vers le groupe et désigna la première série avec Padelou au poste numéro 1, qui s'y attendait. Dès qu'il eut allumé sa mèche, il déclencha le chronomètre de sa montre bracelet et demeura les yeux fixés dessus, tandis que les ordres s'égrenaient. Numéro 2, prêt, prêt, allumez mèche, mèche allumée. Numéro 3, prêt, 32 secondes après, toutes les mèches étaient en train de se consumer. Debout au même niveau que ces hommes, l'instructeur jeta un coup d'œil à son chronomètre et à 40 secondes donna l'ordre de dégager. Il tourna les talons sans se presser, tandis que les jeunes recrues se précipitaient pour plonger derrière le muret de protection. L'adjudant interrompit sa marche, seuls 4 soldats avaient dépassé, se retourna, Padelou n'avait pas bougé, l'adjudant s'adressa à lui d'une voix tendue. Demi-tour, Meunier à l'abri. Oui, mon adjudant. Padelou se redressa et s'accroupit au-dessus de l'explosif avec sa pince à la main. Il annonça d'une voix calme « J'attends jusqu'au dernier moment pour couper la mèche, mon adjudant. » L'instructeur regarda son chronomètre, c'était trop tard pour intervenir physiquement. Il hurla « Dégage, Meunier, c'est un ordre !» Il se plaça derrière le muret et resta debout. À 57 secondes, Padelou coupa la mèche
juste avant que la flamme n'atteigne le détonateur, puis courut comme un fou vers l'abri. L'adjudant le saisit au moment où il franchissait le mur et le plaqua au sol une fraction de seconde avant l'explosion du numéro 2. Quand le fracas du 4e pétard de Tolit retomba, Padeloup se remit debout, son visage était de marbre, mais il était essoufflé, il transpirait, et il y avait de la fièvre dans son regard. « Excusez-moi, mon adjudant, je voulais savoir quelque chose. » L'instructeur le saisit violemment par le col de sa veste de combat et leva le poing. Il se retint in extremis pour ne pas le frapper. Il l'attrapa par la nuque et colla son front au sien, fou de rage. « Ta sale gueule de merde avec tes yeux de husky à la con. Je te promets que je vais les rouler bien serrés et les accrocher dans mes chiottes, Meunier. Tu vas en baver comme t'as même pas idée. Le dressage des bêtes, c'est ma spécialité. » Padeloup avait fait le dos rond. Ces menaces ne l'impressionnaient pas, ne le touchaient pas. Il ressentait un incroyable sentiment de liberté et de légèreté. Pendant 55 secondes, il avait vécu intensément, pleinement, mais la 56e et la 57e lui avaient procuré une excitation et une jouissance qui n'était comparable avec rien qu'il connut, mieux que tous les alcools, toutes les drogues et toutes les femmes du monde. Il avait tout oublié, Jeanne, le bonheur, le malheur et le reste, pour simplement se délecter de sa sueur, de son cœur emballé et des poils de son corps hérissés. L'adjudant avait raison, une bête. Sur le pas de tir, Padeloup avait bien coupé une mèche reliée à un pétard de 125 grammes de trinitrotoluène, mais le fil qui reliait les neurones de son cerveau avait, lui, brûlé jusqu'au bout et provoqué dans son crâne une gigantesque mise à feu, une explosion démentielle, brisant définitivement chez lui la peur de la mort, les barrières usuelles de la morale et, il faut bien le dire, une certaine forme d'humanité. Une bête sauvage. La mascotte du régiment était un aigle royal nommé Pac-Can. Le fauconnier qui s'en occupait disait que c'était l'aigle qui choisissait le fauconnier et pas l'inverse. Quand il partait en permission, personne ne pouvait approcher le rapace, même pour le nourrir. Le dernier qui s'y était aventuré avait eu le réflexe de protéger son visage avec ses bras quand l'aigle avait attaqué. Il avait été grièvement blessé par des puissantes serres acérées comme des rasoirs. Padeloup se sentait comme Pac-Can, libre de choisir pour qui et pourquoi survivre. Il lui revint en mémoire l'histoire d'un philosophe grec nommé Diogène qui, fait prisonnier, allait être vendu comme esclave. Comme il passait devant les acheteurs en les dévisageant, on lui demanda « Mais que fais-tu, Diogène ?» Et Diogène répondit « Je cherche un maître. » Padeloup avait enfin trouvé le sien, et quel serait son destin? Il serait artificier des mineurs, le plus grand, le meilleur, n'en déplaise à l'instructeur qui avait juré de lui faire la peau, en lui donnant du même coup le surnom qui allait lui rester, Husky, une race de chien de traîneau sibérien, à l'aboiement enroué et aux yeux souvent verrons. Merci. Padeloup est hyper déterminé, visiblement, mais il est quand même pas très loin de la folie, là. Oui, c'est les gens qui croient ou qui ont tout perdu sont dans ces limites-là, sont dans ces parages-là. En effet, oui. Oui. Mais pas loin de... C'est la folie. La folie, comme disait un grand psychiatre italien, la folie n'est pas d'avoir perdu la raison, c'est d'avoir tout perdu, sauf la raison. Pour être un peu plus léger, si ton roman était un film, est-ce que Clint Eastwood en serait le personnage principal? Je veux pourquoi on me demande ça. Alors j'adore Clint Eastwood, c'est un très grand acteur que oui, ça pourrait. Ça pourrait, tu le verrais, enfin, plus jeune. Ouais, plus jeune, oui, plus jeune parce qu'il est plus jeune là, maintenant Clint Eastwood. Moi je vois bien Fabrice Lucchini. Balou. Très dedans. Alors, ça serait encore plus stressant. Oui, ça serait plus stressant, tu as raison. Oui, mais il n'a pas de physique. Il n'y a pas de physique de démineur particulièrement, il faut un type mauvais, même qu'il est même un type malingre, quand il est mauvais, quand il est méchant,
je veux dire, il peut assommer des gens beaucoup plus grands et beaucoup plus forts que lui. Oui, la globalité du personnage de Padoue, c'est comme quelqu'un qui cultive son corps, qui l'entretient. Alors voilà, il court, principalement. C'est un type qui galope, qui court après quoi, on ne sait pas très bien, mais voilà, qui entretient. Ouais, c'est vrai, qui entretient la machine pour mourir vieux, en bonne santé et par hasard. Pas malade et pauvre. On va peut-être parler aussi donc, du lieu qui est quand même central dans le livre, ce vieux pays, cette ville abandonnée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu et pourquoi tu as choisi justement le vieux village de Goussainville? J'ai choisi le vieux village parce que dans le genre coin pourri, désespéré, vraiment pour aller vivre là il faut être complètement marteau. Voilà, c'est un endroit complètement dévasté. C'est en effet le vieux pays de Goussainville qui devait être démoli alors que, puisqu'il se situe au bout de la piste numéro 1 de Roissy, quand l'aéroport de Paris a décidé de faire cette piste, il a racheté toutes les maisons pour les démolir. Manque de peau, il y avait une église du XVIe siècle qui était classée monument historique, ils n'ont pas pensé à ça, ça paraît incroyable. Donc ils ont été obligés de conserver le vieux pays, ce vieux village en l'état, plus d'habitants, puisque ils avaient tout racheté. Donc les premiers squatteurs sont arrivés, ils ont été obligés de murer, et ce vieux pays existe toujours au bout de la piste numéro 1, il est toujours là, avec... je ne suis pas revenu moi, depuis l'écriture du roman, parce que j'ai pas envie de machin, mais bon, dans ces lieux, un lieu étonnant, avec ce cimetière, avec des tombes, il y a des glissements de terrain, des tombes ouvertes, on voit les ossements au fond des tombes. C'est un endroit lugubre, fantomatique, qui existe, on peut aller le visiter sans aucun problème. Par une soirée d'hiver, s'il pleut un tout petit peu, ça fout vraiment les jetons. C'est un endroit terrifiant. Alors je me suis dit, ce lieu m'attirait. Donc j'ai choisi le lieu avant de choisir le personnage. Est-ce que tu connaissais déjà le lieu? Je le connais, oui. Je connaissais le lieu. Tu as une maison peut-être? Ah non, pas du tout. J'ai pas de maison, je connaissais le lieu. Et je pense que c'est... Voilà, c'est pour quelqu'un qui a envie de... Donc c'est un lieu qui est dérangé toute la journée par les avions. Il y a une phrase moi, qui m'a un petit peu interpellée, tu mesures le temps en temps d'avion. Alors voilà. Explique-nous là. Je fais ça surtout au début pour bien situer le lieu. En effet, les gens qui habitaient là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens qui habitent, les rares qui sont sur place, et tous ceux surtout qui étaient là, qui parlaient en avion, c'est-à-dire telle chose, ça dure 3 avions, 3 passages d'avion. Le temps se décline en effet, non pas en minutes, en machin, c'est en temps d'avion et même souvent en modèle d'avion. Avec des courriers qui passent à des heures précises que les gens connaissaient par cœur. Donc ils disaient ça c'est le courrier de telle heure, de 7h22. La nuit c'était l'avion de FedEx qui passait. On savait que le Concorde allait bientôt décoller, donc monter le son de la télévision pour continuer à écouter les actualités. Ensuite on rebaissait après que le Concorde est parti, etc. Les gens parlaient en termes d'avion. J'ai trouvé qu'au début c'était important de faire passer le temps en termes, en effet, d'avion qui passe. Pour nous mettre dans l'ambiance. Oui. Mon grand-père, il faisait chier ma grand-mère parce que si à 19h37, il habitait dans une gare, la soupe n'était pas chaude, s'il y avait 2 solutions, soit le train était en retard, soit ma grand-mère était coupable. Après, il fallait vérifier tout ça. Mais alors, à 10h, le train passe. Ah oui, ça rythme le temps. Le temps est rythmé, oui, par des événements extérieurs, hein, qui sont des événements mécaniques comme ça. Alors, maintenant, avec la SNCF, alors là, le train 19h37, il passe le lendemain, à 21h32, c'est le bordel. Tout ce que j'ai vécu, une fois à Naples, le train met 4 heures de retard, je prenais un train pour Palerme, et puis tout le monde était vachement énervé,
Et comme je parle un peu italien, je vais parler un peu avec un fonctionnaire de la... Je sais plus comment ça s'appelle. FFS. Ferrovie Federali Statali. La FFS, et je lui dis, ouais, c'est quand même emmerdant, 4 heures, bon, il me dit non, pas de problème, c'est celui d'hier. Donc il y avait 28 heures de retard et ça n'avait pas l'air d'être très emmerdant. Il y a un petit problème, mais pas trop. On va peut-être laisser la parole au public si vous avez des questions. Frédéric, est-ce que tu peux passer le micro debout, s'il te plaît? Voilà, je vais t'utiliser. À Jean-Pierre. Bon. Allô? Oui. Bon, moi j'avais plusieurs questions, mais je vais revenir sur vos personnages féminins. Qu'ils aient de la résistance, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais ils sont épisodiques, ponctuels, ils font passer. L'essentiel de votre roman, c'est les mecs. Les femmes, on se demande toujours si elles sont un peu là pour valoriser, si elles sont un peu là pour humaniser, mais l'important c'est pas elles. Du tout. Et moi, au bout d'un moment, ça m'ennuie. Mais c'est une opinion personnelle. J'ai par ailleurs bien aimé votre bouquin. Je vous aurais bien posé la question sur Israël, mais Monsieur le Président s'en est chargé, donc je ne vous la poserai pas. Par ailleurs, je me demandais aussi pourquoi, puisque votre bouquin c'est plusieurs histoires de mecs, il y a évidemment celle de Padelou, il y a aussi celle de ce jeune homme antillais qui fait de la cascade, mais il y a aussi celle de ce jeune homme qui sous des dehors propres et bien rasé est un abominable terroriste. Mais il y a aussi encore un autre personnage qui pour l'instant ne revient pas. Mais donc, pourquoi aussi tant de personnages masculins si bien léchés, si bien finis et dont on lit toute une histoire? Et je reviens et je pose la question au fait que les dames sont intermittentes et c'est pas du spectacle. Tu as quelque chose à répondre ou pas? Elles sont sympas. C'est un gros macho. Alors, Tu peux répondre erreur de jeunesse. pardon. Tu peux répondre erreur de jeunesse. Ah non, c'est pas une erreur de jeunesse. Alors, les personnages sont, les personnages masculins interviennent eux aussi ponctuellement, ne sont pas là tout le temps, tout du long. J'ai pas cette impression, en tout cas. Alors il y a des personnages masculins évidemment. Le héros, le protagoniste est confronté à un problème ou à un certain nombre de problèmes, et ces problèmes sont représentés, en tout cas chaque fois, ou quasiment chaque fois, par des garçons, jamais par des filles. C'est pour ça que on sait bien qu'en dramaturgie pure, l'émotion est créée par l'obstacle, comme on sait. Alors il faut bien l'obstacle qui se met en travers de la piste de ce garçon, et la plupart du temps, en effet, un garçon. Un autre type qui est du type, en effet, de gros macho, comme dirait JV. Bon, c'est un livre, c'est vrai que les personnages, les personnages de filles interviennent quand ils doivent intervenir dans l'histoire. J'ai pas forcé la chose sur le... Mais bon, j'ai fait de mon mieux, en tout cas, pour qu'il soit le plus présent, le plus possible. Je suis en train de penser à un livre actuellement, qui sera le prochain, ma chère éditrice, après celui que tu liras bientôt. C'est le prochain, il n'y aura que des filles. Il n'y aura, cher ami, que des femmes. Et c'est vrai, c'est intéressant, et j'ai demandé,
Et j'ai demandé à une amie écrivain, tu crois que c'est possible qu'un type, alors je vais poser une question imbécile, idiote évidemment, qu'un type puisse écrire, avoir un protagoniste qui soit fille, une fille, femme? Elle m'a dit oui, bien sûr, le contraire se fait couramment. Bon, voilà. J'étais peut-être un peu, exactement, j'étais peut-être un peu inhibé pour ce premier livre, peut-être que j'ai pas suffisamment osé aller assez loin avec les femmes. Et si c'est le cas, je le regrette infiniment, mais alors infiniment. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, allez, Ouais, alors on a dépassé l'heure, donc Vous on va avez un aller. deuxième livre en préparation. Il est en finition. Il est non, le deuxième qui est en finition. Caroline Ripoll, qui est là, qui est mon éditrice, l'attend impatiemment. Donc il est en finition. C'est-à-dire que j'espère que d'ici 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, voilà, il sera, en tout cas je vais... Toujours roman noir, Oui. policier. Non. Non, roman noir. Roman noir. Pas spécialement. Bon, un peu policier, parce que dès qu'il y a des confrontations... Des morts. Roman noir. Roman noir. Et je revendique. Vous savez quand un roman noir, les romans policiers, on les emmerde. Et puis, alors, il y a le roman noir et le thriller. Non, parce qu'on dit le polar en général. Et c'est vrai que quand chez Albin Michel j'ai donné ce manuscrit et qu'on m'a dit tu vas être dans la catégorie polar, les bras me sont tombés des mains. Je ne m'attendais pas du tout, j'avais pensé écrire un roman. Oui, mais je l'ai fait exprès. Donc voilà, c'est un roman noir, je revendique ça bien sûr. Avec des morts. Avec Avec des morts. Il y a que des femmes. et ouais, vous avez raison. Non, ça c'est le prochain dans mon rêve. Ah d'accord. Ça c'est le prochain. D'accord. Mais c'est vrai, il y aura des morts aussi. On a dépassé l'heure, donc enfin l'heure de table ronde. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.